Jean, je propose qu'on commence quand même. Je pense maintenant. Oui, hein. Ah, ton ami est là qui s'intéresse à l'hypnose, c'est ça? Il est là, viens. D'accord. Oui. Bien. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont arrivées pendant. Oui. Oui, voilà, c'est Canada. Elles ne savent pas ce qu'elles font. Ça, je sais, je leur explique ce que tu veux. Bien, un grand merci d'abord à tout le monde, d'être présent quand même en si peu de nombre, parce que voilà, c'était pas évident d'arriver aujourd'hui ici. Les secondaires sont pas top. Donc merci pour l'effort, j'espère que je ne regretterai pas. On va peut-être essayer de ramener un petit peu plus de soleil, de chaleur, pour pouvoir faire fondre cette neige dehors, quoique c'est joli à voir. C'est un petit effet hypnotique aussi, hein. Regarde cette neige dehors. Voilà, je pense que tout est là pour... Ah, bah, c'est suffisant, tout le monde m'entend, je suppose. Non. D'accord. C'est mieux comme ça? Ok, aussi plus près de ma bouche. Ok. Bien, petit réglage technique, hein, les aléas du direct. Alors, merci également à Jean de m'avoir proposé, de m'avoir accueilli en tous les cas, une fois de plus, ici au Garada. Vraiment, on adore venir parce que très chaleureux, très bien décoré, il y a une très belle chaleur humaine également. Je t'en prie Dominique, passe devant moi, je te guéris. Voilà, alors pourquoi on s'est rassemblés ce soir? Parler d'hypnose. Vous parler un petit peu de l'histoire de l'hypnose, de quelques définitions éventuellement, et puis ce qu'on en fait. Je vais vous dire également ce que n'est pas l'hypnose notamment. Et surtout, si vous vous sentez partir à un moment donné, rassurez-vous, c'est l'hypnose. Donc, pour celles et ceux qui n'auraient pas encore vécu consciemment, en tous les cas étant conscients d'avoir vécu un état d'hypnose, peut-être qu'on va le vivre ce soir. Donc, on n'est pas là pour de bonnes surprises. Il n'y a que de bonnes choses qui peuvent en sortir de toute façon. Donc, n'ayez aucune crainte. Comment ça va se passer? On va faire, donc, je vais faire un peu de blabla, plus qu'il en faut. Mais on va faire également quelques petites démonstrations collective. Et puis vous avez vu qu'il y a mon tabouret que j'appelle le tabouret le plus hypnotique et qui sonne bien en plus. Le Garada qui accueille souvent les musiciens, donc c'est parfait, il a sa place ici. Mais je le reprends quand même après. Bien, donc, quand je vous dis hypnose, qu'est-ce que ça veut dire? Pour celles et ceux qui n'auraient pas encore eu la chance de vivre consciemment, de se rendre compte qu'ils étaient dans un état d'hypnose, si je vous disais maintenant, quoi reconnaîtrez-vous en état d'hypnose, si ça devait commencer chez vous, par exemple? Déconnexion. Oui. Par rapport à la fonction. Oui, c'est très bien. Ouais, on arrive presque à la définition complète. Ouais, c'est bien. C'est chouette. Qu'est-ce que ça ferait physiquement, dans les sensations? Qu'est-ce que ça ferait? Les contractions. Oui. Lâcher prise, mais c'est un public génial. Parce qu'on entend souvent dire, oui, maintenant on dort, on est manipulé, on ne se rend pas compte de ce qui se passe. Et tout ça, ça peut être vrai aussi. Hein. On est manipulé de toute manière. Peu importe si je vous dis bonjour, c'est déjà une manipulation. Hein. Est-ce que je vous souhaite une bonne journée? Est-ce que je vous induis? Est-ce que je le constate? Ça reste une suggestion. L'hypnose, c'est principalement que des suggestions. Maintenant, la manipulation, on a l'habitude de l'entendre de son côté péjoratif. On se fait manipuler par un vendeur, par un démarcheur, on se fait manipuler par ses enfants. Hein, je peux avoir encore envie de... C'est de la manipulation, c'est la suggestion. Et nous, on est pris par les émotions. Quand on est pris par les émotions, on change d'état de conscience. On est hypnotisé devant ce petit bout qui fait la moue. Donc, l'hypnose, elle est partout. On est charmé, exactement. Le charme, d'ailleurs un charmeur de serpent, vous voyez son mouvement, le mouvement de la flûte, qui charme le serpent, c'est un effet très hypnotique aussi. Parfois D'accord, ok. Mais il y a des postillons qui peuvent sortir aussi, hein, donc sortez vos parapluies, ou alors reculez d'un cran, faites comme la demoiselle. Voilà, mais quelle chance, vous avez des cheveux encore pour sentir devant le cheveu. Et donc quand on parle de définition d'hypnose, il y en a des tas. Il y a, si vous regardez dans le Larousse, le petit Robert, si vous regardez sur Wikipédia, il y a toujours cette notion de état proche du sommeil, état de perte de contrôle,
comment vous voulez qu'on n'ait pas peur? Mais finalement, si même des bouquins de référence nous parlent de dormir, de perdre le contrôle. Or, depuis maintenant les années 80, on s'intéresse vraiment fortement à l'hypnose, même d'un point de vue neurosciences. Donc, depuis les années 80, l'imagerie cérébrale a connu son essor. Et on a découvert qu'il n'y avait pas de magie derrière, même si les effets peuvent paraître magiques, miraculeux même. C'est la physiologie, tout simplement. C'est des échanges chimiques, c'est la physique, c'est des échanges électrochimiques qui se font et qui font qu'on arrive à rentrer dans tel ou tel état de conscience dite modifiée. Alors, une des définitions d'hypnose, c'est notamment l'hypnose, c'est un état modifié de conscience. Ok, donc ça veut dire que quand ma conscience est différente, donc quand je suis en voiture, sur une route que je connais, sur l'autoroute, et que mon esprit divague, et qu'on se met en pilote automatique, quelque chose qu'on a appris à faire à de reprises, c'est pas la personne avec son petit L qui va pouvoir se mettre dans ce mode de pilote automatique. Elle va être obligée d'être attentive, toutes ses consciences vont rester attentives à ce qu'elle fait. C'est les vitesses, regarder dans le rétroviseur, mettre le clignotant, alors que nous, les anciens conducteurs, pilotes même, si j'ose dire, on ne pense plus à tout ça, on le fait machinalement. Pendant ce temps-là, notre cerveau, conscient, il peut penser à la liste des courses, il peut penser aux prochaines sorties qu'on va faire, il peut penser à plein de choses. D'après vous, c'est déjà un état d'hypnose ou pas? C'est un état modifié de conscience. Notre conscience est modifiée. Une définition de l'hypnose que j'apprécie énormément et qui a été formulée par Jean Godin, qui est le fondateur de l'Institut, premier institut francophone de Milton Erickson. Pour ceux qui ne connaissent pas Milton Erickson, c'est vraiment le père fondateur de l'hypnose moderne, qui a vécu de 1901 jusqu'en 1980, qui a vraiment fait de l'hypnose ce qu'elle est maintenant. Après, il y a différents courants d'hypnose, mais lui était vraiment celui, donc un psychiatre américain, qui en a vraiment fait ce qu'elle est aujourd'hui. Et donc, M. Godin a créé cette école d'hypnose française dans les années 80. Maintenant, son ligne héritier, c'est Olivier Perrault, éminent psychologue également et formateur en hypnose, et qui a dit que l'hypnose était un état dans lequel notre conscience était modifiée, mais qu'en même temps, une partie de nous s'autorisait à lâcher prise, à être plus suggestible aux informations reçues et qui permettait d'engranger différents changements. Changements comportementaux, changements même physiologiques. Et si je vous parle de Titanic, je passe du coq à l'âne, en fait non. Titanic, ceux qui l'ont vu, celles et ceux qui l'ont vu, qui n'a pas versé une larme, qui n'a pas été ému quand Léo à la fin, non, c'était quand même quelque chose, ou l'histoire sans fin, ceux qui connaissent. Quand le cheval est en train de s'enfoncer dans les marais, ça a touché, ça touche. Ben, si ça a touché, ça veut dire que le scénariste, le réalisateur, ils ont réussi leur pari. Vous êtes absorbé, vous avez été absorbé, vous êtes plongé dans le scénario, dans l'histoire. Pour celles et ceux qui lisent un bon roman, alors je ne vous parle pas des cancans de Gala, 20 ans, jeune et jolie, je parle vraiment de romans, d'histoires, dans lesquels vous rentrez à fond. Celles et ceux qui ne vivent pas la même chose que le personnage, c'est pas qu'un manque d'imagination, c'est que l'écrivain n'a pas su capter l'attention de cette personne-là. Si l'attention avait été captée, vous auriez vu les personnages, vous seriez identifié à un personnage, vous auriez eu la même rage ou le même amour ou autre que ce personnage du roman. Ça veut dire qu'il vous a absorbé, vous avez été plongé dedans, vous avez été hypnotisé, vous avez parlé, vous avez fait parler vos émotions. Un état de conscience, c'est un état émotionnel. Quand vous êtes en rage, regardez, excuse-moi, les mots ont dépassé ma pensée. C'est-à-dire que l'émotion en soi a dépassé la pensée rationnelle et critique. Vraiment notre esprit conscient. On ne va pas aller dire des choses qu'on ne pense vraiment pas à une personne pour lui faire mal ou pour essayer d'appuyer, d'asseoir notre raison, qui ne l'est peut-être sûrement pas, à mon avis, puisque on sait bien qu'on s'en porte, c'est qu'on n'a peut-être pas les moyens vraiment rationnels et réfléchis de répondre à une agression ou à une conversation.
Donc on rentre dans une rage, on rentre dans un état modifié de conscience, on n'agit plus de la même manière, on ne réfléchit plus de la même façon. Quand vous êtes amoureux, quand vous avez ces petits papillons dans le ventre, ces papillons dans le ventre, c'est con, hein, mais c'est physiologique. C'est simplement votre nerf vague qui envoie un signal et qui dit « Ah bah tiens, je vais envoyer des petits papillons ». Quand vous avez une peine de cœur, bah, plutôt des papillons, c'est des briques qui vont vous mettre dans le ventre. Donc je ne parle pas de la construction. Donc, vraiment, vous sentez lourd, vous sentez peut-être pris au niveau des poumons, au niveau de la poitrine, au niveau de la gorge. Vous allez somatiser en quelque sorte. Ça peut se représenter un stress par exemple, ensuite à des émotions dites négatives qui sont exprimées de façon récurrente, de façon désagréable. Vous allez développer des tensions au niveau du cou, au niveau du dos. Certaines personnes peuvent avoir des pelades. Moi, c'est pas mon cas, moi c'est génétique. D'autres personnes peuvent avoir des boutons de fièvre ou du psoriasis. Ce que l'esprit ne peut pas exprimer par la parole, il va le faire par le corps. Et ça, parce que vous êtes dans différents états modifiés de conscience. Du coup, on pourrait se poser la question, mais quand est-ce qu'on n'est pas dans un état modifié de conscience? En fait, est-ce que ça existe? Notre conscience, elle se modifie en permanence. Et l'art de l'hypnose, finalement, ça vise à aller provoquer ce changement d'état de conscience. C'est pas de changer la conscience, non, c'est de l'altérer, de la modifier légèrement pour que les perceptions vont changer. Alors, ça c'est pour les petites définitions, et on peut encore retrouver des dizaines, hein. Chaque personne qui fait l'hypnose a sa propre définition, mais cette dernière, en tous les cas, là on va venir augmenter la suggestibilité, enlever un petit peu la conscience du premier plan, c'est une qui me parle fortement et que j'apprécie. Et maintenant, si vous posez la question, tiens, l'hypnose existe depuis quand? Partant du postulat que on est toujours en train de changer d'état de conscience. Depuis toujours. L'hypnose, c'est parce qu'on a mis un mot dessus. Hein. Dans certains pays, on pourrait appeler ça transe, ou on est barré. Alors oui, justement, et on va y venir. Si on remonte à 3000 ans en arrière, on s'aperçoit que les Égyptiens déjà parlaient d'hypnose. Et vous voyez, hein, ce qu'on voit aujourd'hui dans les clichés, on voyait les représentations sur ces hiéroglyphes, on voyait des personnages qui étaient un peu comme comment quand on voit les momies qui se promènent, ou des zombies, bon, comme ça, avec des grands yeux et des spirales. On se dit, ils ont connu Mesmer avant nous en fait. Et donc, ça a toujours existé. Alors, depuis toujours, l'être humain cherche à s'évader. Que ce soit par l'ayahuasca notamment, ou l'iboga, donc qui sont des racines, qui sont des plantes qu'on utilise dans le chamanisme, mais par la musique aussi. On a ici quand même de très beaux exemples d'objets familiers qui nous amènent en transe. Regardez ces œuvres d'art. Combien de temps on ne peut pas passer fasciné, halluciné par la beauté d'un trait de pinceau? Depuis toujours, les grottes de Lascaux, c'est de la peinture, c'est pas juste pour communiquer, c'est pour s'exprimer également et pour s'extasier, pour entrer dans différents états de conscience. Les états de conscience nous permettent de quitter la réalité, de partir dans un autre monde, de vivre nos sensations d'une autre façon. Et l'hypnose, qu'elle soit de spectacle, qu'elle soit thérapeutique, ou chamanique, ou autre, elle nous permet de faire ça. La méditation permet de faire ça. Écouter de la musique, simplement un bon Pink Floyd avec un bon casque, ça nous permet de rentrer dans une bulle, dans une certaine bulle. Et dans cette bulle, arrivé à certains niveaux, on peut faire des choses assez marrantes, comme par exemple un spectacle, ou alors carrément les faire changer, les faire évoluer. Et c'est un petit peu ça qu'on va venir tester aujourd'hui. Alors, certaines personnes, n'est-ce pas, se disent non réceptives à l'hypnose. Mais c'est quoi la réceptivité? Qu'est-ce que la réceptivité? Si je vous dis, vous êtes martien, vous arrivez sur Terre, et alors bon, il y a sûrement un fan ici. Si je vous dis la musique, c'est du Rammstein, et je vous fais écouter que ça. Et ça, c'est de la musique. C'est d'accord, c'est de la musique. Une expression, avec des boum, des voix, des micros. Qu'est-ce que vous allez dire? Moi, je ne suis pas hypnotisable à la musique. Moi, la musique, ça me fait rien. Mais je ne sais pas qui écouter du Mozart, du Phil Collins, du Michel Fugain. Vous connaissez rien de la musique. Donc, on se permet d'avoir un avis, finalement. Il y a beaucoup de disciplines comme ça. Hein. On met un petit peu la véracité scientifique de côté parce que tout simplement, soi-même, on n'y croit pas. Mais on a son avis.
l'hypnose, moi je crois pas. Ok, tu as vécu, tu sais ce que c'est l'hypnose? Non, mais de toute façon ça marche pas sur moi, j'y crois pas. C'est pas une question de croyance. Même si vous ne croyez pas à l'effet d'attraction de la Lune sur les eaux de la Terre, l'effet de Marie il existe, il a été prouvé entre temps, mais l'hypnose aussi a été prouvé. Il a été prouvé qu'en désensibilisant la glande pinéale, on arrive à mieux faire communiquer nos différentes parties du cerveau. Le conscient, le cortex, le subconscient, le cerveau limbique, siège de nos mémoires, des mauvaises habitudes, souvent c'est à ce niveau-là qu'on revient travailler comme le subconscient, mais également des émotions, de créativité, d'imaginaire. Et puis la partie purement inconscient, qui est le cerveau reptilien, qui lui agit pour nous faire survivre en fait. On appelle ça reptilien parce que tout simplement c'est la partie qu'on partage avec des reptiles qui sont très basiques. On ne peut pas apprendre à chercher une balle à un reptile ni à dire je t'aime. Un serpent. Il n'y a que K qui peut le faire. Et donc, tout le monde a un avis sur l'hypnose. Et les personnes qui disent bah tiens mais j'y crois pas, elles ont quand même énormément d'imagination. Donc souvent, pourquoi ces personnes-là partent plus rapidement? Parce qu'elles se sont fait tout un film déjà. Vous-même, ce soir en arrivant, il n'y en a pas beaucoup qui ont eu la surprise de constater, oh, tu vois, il y a l'hypnose, il y a la lumière, je rentre, on fait l'hypnose. Non, vous étiez déjà engagé dans ce processus. Vous saviez qu'il devait y avoir de l'hypnose. Et donc peut-être que ça va jouer en ma faveur. Ou alors en ma défaveur, parce que si vous êtes dans la surattente, rien ne se passera. Par contre, si vous êtes dit, bah, tiens, je vais aller pour écouter, je vais aller pour apprendre. Une façon d'apprendre, c'est également de le vivre. Et je vous propose qu'on parle de réceptivité. Et on va regarder un petit peu la réceptivité pour continuer sur ce sujet. On va voir un petit peu ce que ça représente. Certaines personnes, donc on dit qu'il y a à peu près, je ne sais pas comment ces statistiques ont été créées, il y a à peu près 10% de la population qui rentrerait comme ça en hypnose, qui serait ultra méga suggestive aux différentes suggestions qu'on pourrait leur faire. J'ai pu le constater, on a pu le constater en faisant l'hypnose dite de rue, de l'hypnose ludique, ou sur un panel de 20 personnes ou 30 personnes qu'on voit sur une journée qui est bien chargée, on voit que cette proportion se respecte plus ou moins. Il y a également 10% de la population où il va falloir prendre plus de temps, parce que c'est un apprentissage. Les sensations d'hypnose, de lâcher prise, sont des choses qui, quand on ne les pratique pas au quotidien, quand on ne le connaît pas, ou quand on a du mal à s'y intéresser, parce que d'abord c'est un domaine qui ne nous intéresse pas plus, on peut l'apprendre. Certaines personnes vont rentrer en 5 minutes en hypnose, d'autres personnes, il va leur falloir une demi-heure. Il va leur falloir peut-être un autre thérapeute, un autre praticien, un autre contexte, un autre moment de la journée, un autre speech. Mais ça s'apprend, tout le monde est réceptif à l'hypnose. Alors, pourquoi? Parce que c'est un état modifié de conscience, qui, on dit tout à l'heure, est tout à fait naturel. Quand vous regardez un chat, est-ce que lui il est hypnotisable? Ou un chien? Pensez un petit peu à votre minou, à votre toutou en train de guetter une proie, ou de regarder à la fenêtre, en train de regarder des oiseaux. Ce sont les prédateurs, à l'origine en tout cas. Un prédateur, il ne doit pas faire de bruit, il doit se concentrer, il fixe sa proie. Et il peut rester comme ça de longues minutes, voire des heures. Un chat a une patience de dingue, et quand le bon moment est arrivé, il bondit. Sauf que, à notre époque, le chat il est en haut de la chaîne alimentaire, on va dire, il n'a plus à s'inquiéter, surtout quand il est dans la maison et qu'on a un bon, il peut sortir de la maison par la fenêtre. Mais quand vous vous approchez, quels sont les enfants qui l'ont encore jamais fait? Vous approchez d'un chat, lentement. Et pourtant, il a une nuit qui est inouïe par rapport à la nôtre. En soi, il vous entend arriver, mais il ne prête pas attention. Quand vous arrivez comme ça, que derrière, vous l'attrapez d'un coup, le chat qui fait un bruit, il ne vous a pas entendu. Et pourtant, vous faites quand même suffisamment de bruit pour que le chat vous entende. Pourquoi il ne vous a pas entendu? Parce que quand monsieur est devant son match de foot, quand il est en train de regarder le journal, quand il est en train de bricoler à la télé, vous l'appelez manger, ça ne répond pas. C'est pas une mauvaise volonté, c'est pas une oreille sélective. Et je milite pour la paix des ménages. C'est simplement que il est absorbé par ce qu'il fait. Combien de fois vous n'avez pas fait les 1000 pas quand vous étiez au téléphone? Vous n'êtes pas rendu compte que le téléphone, vous le teniez comme ça, sans cramper, sans crisper? Si je vous demande maintenant, jusqu'à la fin de la soirée, de laisser votre bras comme ça, vous allez vite avoir des crampes. Si consciemment vous deviez penser à maintenir le bras comme ça, comme si vous étiez au téléphone, vous auriez mal au cou, mal
accompagner, etc. Alors que dans un état d'hypnose, on ne se rend pas compte des efforts parce qu'on mobilise vraiment nos fibres musculaires totalement différemment. Et du coup, tout le monde peut rentrer dans cet état d'hypnose. Donc tout le monde est réceptif. Alors, on est réceptif à différents degrés, à différentes manières de proposer l'hypnose également. Si vous dites maintenant à un enfant qui est surexcité, calme-toi, je te suggère de t'asseoir. Qu'est-ce que ça fait? Rien du tout. Rien du tout. Sois plus créatif, sois spontané. Ça va rien faire du tout. Une suggestion directe, à moins d'être déjà dans un certain état, de conscience modifiée, a quand même peu de chances de passer. Si je dis maintenant, je ne sais pas s'il y a des fumeurs dans la salle. Oui, oui. Arrête de fumer. Tu es en hypnose, je t'ai mise. On se tutoie, on est chez nous. Hein. Je t'ai mise en hypnose et je t'ai dit maintenant tu arrêtes de fumer. Ton subconscient, même si, quand j'ai dit tout à l'heure qu'une fois qu'on est en hypnose, on a un degré de suggestibilité qui est plus élevé, ton subconscient il va se dire ah, tiens, tu penses que si j'avais vraiment voulu arrêter, je n'aurais pas déjà fait. C'est une suggestion qui ne passera pas. Donc même si on a déjà viré un petit peu l'esprit conscient, critique, qui lui dit ouais, je sais quand même que je vais arrêter de fumer, etc., c'est à l'intérieur que ça ne veut pas, ça ne passera pas forcément non plus. Par contre, ça peut très bien marcher pour des choses qui vont être très courtes, par exemple, comme par exemple, fais la poule en spectacle. La personne est déjà entraînée, etc., et puis il y a la pression sociale aussi, il y a vraiment toute une mise en scène. Là, la personne risque de plus facilement prendre une suggestion dite directe. À partir de maintenant, plus tu essaieras de parler, moins ce sera possible. Plus tu essaieras de parler, plus tes pieds vont coller, plus ça va te faire rire, plus ça va te faire rire, plus tu auras envie de parler avec les mains. Ce genre de suggestion, ça va passer très vite, et ça va s'oublier aussi très vite. Parce qu'il n'y a que du jeu, il n'y a pas d'enjeu, donc le subconscient, il aime bien s'amuser. On a tous notre petit gamin, notre petit singe, qui est au bord du bateau. C'est tout orienté un peu l'histoire du cerveau, un peu à gauche, à droite, et tout ça, pour oublier certaines choses, non? Comment? C'est la confusion, ça fait partie des éléments pour mettre en transe. C'est le fait d'orienter certaines choses au niveau du cerveau. Enfin, on a un bon sujet là, bien, belle confusion. Vous allez partir très brillant. Il y a une place pour vous ici après si vous voulez. Si tu veux, pardon. De dévier les choses d'une certaine façon. Alors voilà, je parlais de suggestions directes, comme par exemple arrête de fumer ou fais-le la main. Attention, méduse au sol. Alors, c'est une autre forme de transe. Arrête de voir. Les choses, ne pas être sur un contact direct. Alors justement, mais c'est très juste. Tu n'as pas dit n'importe quoi, peut-être pas dans le bon ordre, mais c'est tout à fait juste. C'est à ça que j'allais en venir. Donc il y a également un travail qui se fait notamment dans ce qu'on appelle, dans cette obédience, dans cette école d'hypnose ericksonienne. On va travailler en métaphore. Où là, il sera important de capter les mots, de capter le contenu, la couleur des mots, des paroles des gens, pour les réutiliser, pas à leur insu, mais au contraire, pour rentrer dans leur monde, mais pas sous forme directe. Donc par exemple, si je dis, tiens, ce soir tu vas bien dormir. C'est une suggestion directe, mais on verra bien si ça passe ou pas. Mais si toi tu dis, non, de toute façon, je ne dormirai quand même pas mieux, puisque je dors toujours bien. Si maintenant, je raconte une histoire, j'ai passé une excellente journée, une soirée, on a parlé d'hypnose, et on a parlé de dormir, on a parlé de dormir au soir. C'est un peu comme quand, finalement, quand on fait son lit, on se couche. On ne va pas dire directement suggérer, mais on va utiliser les mots, on va mentionner, répéter, on va utiliser différents synonymes, pour ne pas dire le mot même, puisque le mot en question, dormir, cette suggestion, c'est trop direct. C'est trop direct. Exactement. Est-ce que tu préfères manger tes petits pois avant ou après avoir mangé la viande? Il y a un présupposé assez lourd derrière, hein, qui veut que, quoi qu'il arrive, tu mangeras tes petits pois. Tu mangeras tes petits pois. Donc oui, alors, on manipule, mais tout en voulant rester bienveillant. Certains hypnotiseurs de spectacle, eux, ne savent pas trop ce que c'est la bienveillance, ou alors se disent que de toute façon, c'est pas grave, les personnes vont quand même émerger. Ça peut parfois faire des dégâts. Mais des bêtises, hein, en soi, c'est pas, on va pas foutre la vie de quelqu'un en l'air parce qu'on a fait une mauvaise suggestion à un moment donné, sauf qu'on s'en
dire, donc par exemple en non verbal, plutôt que de dire tu dors. Je pourrais faire par exemple on a tendu. Ou alors simplement, quand on voit quelqu'un bailler, que fait la fonction miroir de nos neurones. Ah ben voilà, on suit. Donc si maintenant je vous parle par exemple d'un steak pour ceux qui aiment ça, ou de spaghetti bolognaise, je commence à vous décrire comment est ce steak. Est-ce qu'il est plutôt rosé, à point ou exactement Pavlov. Le cerveau va recréer la réalité comme si vous avez ce steak devant vous. Pas de bol, le genre ne sert pas de steak. Parfois des spaghettis quand même. Alors, pour revenir à cette réceptivité... J'aimerais un peu sur la parmentier ce soir. Ah, saignant? Oui. Oui, bien sûr. Comme il les aime. Ah ouais, comme il est. Alors, je vous parle de réceptivité, je vais vous proposer un petit jeu. Donc, je vais vous proposer à celles et ceux qui veulent s'y essayer de se lever. Pour celles et ceux qui ne sont pas encore debout. Alors, c'est pas vraiment d'hypnose, c'est plutôt un jeu d'imagination. Mon petit chouette, qui vont intéresser. Non, moi je ne le ferai pas donc. Il n'y a pas de souci, mais c'est parce que je moi. connais et je suis aussi hypnothérapeute donc. Ah, mais c'est génial. Voilà. C'est génial. Donc ça ne fonctionne pas sur vous. Ben si, mais j'ai pas envie. Ah, ben vous avez bien. Vous faites bien. Alors, je vais demander à tout le monde de prendre une bonne inspiration et en expirant de laisser les paupières se refermer. Simplement. C'est simplement une et pour vous démontrer un petit peu ce que je viens d'expliquer par rapport à cette réceptivité, on va voir un petit peu ce que cette suggestion directe peut faire sur l'une ou l'autre personne ici présente. Alors, si vous voulez vivre la chose, fermez les yeux. Très bien. On va faire comme si maintenant je posais les mains à votre dos. Vous imaginez une main droite posée sur l'épaule droite, la main gauche posée sur l'épaule gauche. Pensez à la pression, pensez à la température. Pensez vraiment au contact, comme si cette main faisait partie de votre dos. Comme si ces deux mains étaient maintenant des aimants super puissants. Et ces aimants vont maintenant tirer ce dos vers l'arrière de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et ça tire, comme si on accrochait une ficelle, de plus en plus. Et plus vous essayez de vous retenir, et moins c'est possible. Plus vous essayez d'aller à l'encontre, et plus votre corps va partir en arrière, de plus en plus, de plus en plus, de mieux en mieux. Ok. Bien. Revenez à votre position, à votre place. Bonne inspiration, ouvrez les yeux. Bien. Qui a ressenti quelque chose? Qui a ressenti un changement d'équilibre? Ok. Ça fait, ouais, ça fait une petite moitié quand même. Donc, voilà, donc on pourrait supposer que les suggestions directes fonctionneraient sur vous. Tout dépend encore une fois de l'individu et de la suggestion en question. C'est déjà une bonne chose. On va faire ça autrement. Je vous propose à nouveau de prendre une bonne inspiration, de fermer les yeux. Inspirez et... Imaginez-vous maintenant, ou pensez, pour ceux qui se disent ne pas avoir d'imagination, ce qui est tout à fait impossible, vous êtes sur un bateau. Il fait beau. Par contre, il y a du vent. Et ce bateau fait un petit roulis et tangue d'avant en arrière, de gauche à droite. Et vous n'avez pas de rembarre pour vous tenir. Le bateau va d'avant en arrière. Et les creux, bien qu'il fasse beau, les creux font que il y a des vagues. Et le bateau descend et remonte. Le vent ne vous aide pas. Il vous pousse au moment où vous avez déjà tendance à partir vers l'avant. Et quand ce bateau remonte, reprend la prochaine vague, vous êtes attiré vers l'arrière. Comme happé, comme aspiré. Et de nouveau, vers l'avant. Et puis au roulis, que vous allez à gauche et à droite. En cherchant cette stabilité, pied gauche, pied droit. Bien.
qui a ressenti des sensations plus fortement que précédemment, qu'avec la suggestion directe. Le ressenti. Qui a ressenti le tangage ou le roulis? Oui. Plus ou moins fort que tout à l'heure, avec la suggestion directe? Un peu moins fort. Donc on peut voir, voilà, on a ici à peu près moitié-moitié, voire même plus de personnes qui... Alors, je vous propose de vous asseoir. Merci pour le petit jeu. C'est gentil. Un bruitage. Oui, on n'était plus dans le train, on n'était plus dans le bateau. Il n'y avait pas quelqu'un qui faisait la tempête ou le vent. Non, c'est moi, oui, j'ai fait le vent à Jean. Ah bah oui. Devant Parce qu'alors Jean. à ce En moment-là, fait, ils avaient parlé quand il fallait pas. Ce que vous dites, je n'écoute plus ce que monsieur. Ça perturbe pas. Mais ça, c'est pas grave. C'est toi, t'as fait ça. La prochaine fois, t'es dehors. Ah oui, c'est vrai. Ah, Et sur le salon de travail était là. ah, Oui. en plus, c'est vrai ce que tu dis. Chacun perçoit ce qu'on perçoit. Moi, j'ai pas vraiment perçu. Il me dit, moi, en plus, c'était saut, parce que je suis saute, c'est vrai. Tu vas sauter, genre, c'est vrai aussi. Oui. On ne le ressent pas. Peut-être que ça Mais compense. c'est vrai aussi, mais voilà. Non, mais tu vois, c'est vrai hein, ce qu'il dit. Hein. Il y a peut-être compensation à ce que. Non, mais c'est vrai. Peut-être que tu as trouvé plus de C'est stabilité. quoi, la quoi, Non, mais c'est Bien. Alors, là on a fait un petit jeu d'imagination. Et je ne sais pas ce que vous ressentez. Je ne sais pas si certaines d'entre vous se sentent légèrement différents par rapport à juste avant l'exercice. N'hésitez pas à me dire non. N'hésitez pas à me dire oui. Plus détendu. Alors l'hypnose amène du coup naturellement une certaine détente. On n'a pas besoin de faire de la détente ou de la relaxation pour être dans un état d'hypnose. Comme je vous disais tout à l'heure, quand vous êtes donc dans une colère noire, ça reste un état modifié de conscience, vous êtes dans une sorte d'hypnose du quotidien, et pourtant vous n'êtes pas du tout relaxé. Ce que j'aime bien quand même dire, pour rassurer les personnes, c'est que quand on vient me voir en cabinet, c'est leur dire que après la séance d'hypnose, ne prévoyez rien, prévoyez juste un moment relax, c'est rien que pour vous. C'est pas que vous ne pouvez pas faire un marathon ou alors peindre les murs, c'est juste que vous n'en avez pas la motivation. Parce que naturellement, l'hypnose induit un relâchement physique comme mental. Et d'ailleurs, quand on fait une hypnose traditionnelle en cabinet, souvent on vise quand même d'abord une relaxation physique et ensuite une relaxation mentale. Vraiment avoir un certain lâcher prise. Alors, très bien, donc, l'hypnose, qu'est-ce qu'on peut en faire? Qu'est-ce qu'on peut faire de l'hypnose? Oui. Alors, on les fait, et c'est même un médecin belge qui est précurseur dans ce domaine, c'est Madame Elisabeth Fémonville, Marie-Elisabeth Fémonville, qui a introduit ça à la citadelle de Dinan. Donc au début des années 90, cette dame qui est anesthésiste s'est aperçue que l'hypnose pouvait avoir énormément d'avantages, non seulement au niveau de la sédation en elle-même, donc on n'opère jamais uniquement et rien que sous hypnose, on injecte quand même un sédatif, un décontractant, mais beaucoup moins que si on n'avait pas du tout l'hypnose. Alors, non seulement ça a cet effet de coûter moins cher à l'hôpital et à la Sécu, parce qu'on utilise moins de sédatifs, mais on a également une meilleure récupération, tout simplement, il y a moins d'effets secondaires, on sort plus rapidement de l'institution, donc même le temps de prise en charge est raccourci. On a une meilleure cicatrisation sous hypnose. On est moins stressé, il y a moins de produits chimiques qui ne nous appartiennent pas, qui circulent dans le corps, donc la cicatrisation se fait beaucoup plus rapidement. On peut remarquer également, alors quand on fait des tatouages, pour avoir accompagné plusieurs salons du tatouage, on a remarqué que non seulement le tatoueur était plus détendu comme juste là, mais que la peau également était beaucoup plus souple, qu'il y avait beaucoup moins d'écoulement. Parce qu'il y a une sorte de vasoconstriction quand on fait l'hypnose, et d'ailleurs quand on sort de l'hypnose, le sang s'est principalement concentré au niveau des organes vitaux, qui
un petit peu la périphérie. On a là un petit peu plus froid quand on sort d'hypnose. Et finalement, ça ressemble vachement aux différents cycles dans lesquels on passe pendant notre sommeil. Donc, quand on dort, on est à l'état d'éveil, donc 12-13 Hz au niveau des ondes cérébrales, et on va descendre progressivement. On va aller dans ce sommeil léger. Le sommeil léger, on est à 9-10 Hz. Et puis quand on rentre dans le sommeil paradoxal, c'est celui où, paraît-il, on rêve. Mais depuis le temps qu'on fait des études sur le sommeil, sur les rêves, on s'est aperçu qu'on rêvait même en sommeil profond, sauf qu'on ne s'en souvient pas. Mais là où les rêves sont les plus puissants, c'est dans ce sommeil paradoxal. Ces rêves paraissent réels. Et on est à 7-8 Hz de fréquence cérébrale, ce qui est la fréquence idéale pour étudier notamment. C'est la fréquence cérébrale dans laquelle vous êtes quand vous êtes plongé dans un livre, vous êtes absorbé, vous avez les pupilles complètement dilatées parce que c'est l'accès direct à vos émotions. Quand vous êtes amoureux, quand vous êtes dans une scène qui est forte en émotion, automatiquement, c'est physiologique, les pupilles se dilatent. C'est comme ça que les mentalistes peuvent très facilement parler de certaines choses et remarquer quand on touche à quelque chose qui est vrai et qui touche à la sphère émotionnelle ou affective, tiens, les pupilles s'écartent, ok, j'ai trouvé ma réponse. Et puis on va continuer à descendre, donc, de ce rêve, de ce sommeil paradoxal, hein, il y a les fameux REM. Le groupe tire son nom de là, les Rapid Eye Movements, qui sont des mouvements oculaires bilatéraux qu'on a quand on rêve, quand on s'endort. On utilise ça également dans ce qu'on appelle cette thérapie d'accompagnement, le MDR. Ceux qui savent plus ou moins ce que c'est, on va venir travailler, jouer sur la bilatéralité de nos sens. 3 sens principaux, en tous les cas qu'on travaille dans le MDR, ça va être la vue, ça va être le toucher, le kinesthésique, l'abattement, et puis le son. Alors, quand on dort, on a les yeux qui vont de gauche à droite. C'est un petit peu comme cette tour de PC. Maintenant, on est tous avec des laptops, hein, des PC portables, donc on ne le constate plus trop. Mais pour ceux qui en avaient, vous avez cette tour de PC, vous mettez le PC sur stand-by avec la souris. Vous voyez la petite loupiote, tant que vous n'avez pas appuyé sur le gros bouton, vous avez la petite loupiote qui continue à bouger, qui continue à s'allumer, à un rythme effréné parfois. Ça veut dire que derrière, il y a des process, il y a des back-ends qui travaillent, hein, des mises à jour, de la maintenance qui se fait automatiquement dans votre ordinateur. Et bien, nos yeux, c'est cette petite lumière. Quand on dort, quand on est dans ce sommeil paradoxal, bien, les yeux font office de cette lumière et ils vont tout à gauche à droite. Vous aussi avoir des petits papillonnements, des paupières. Et quand on descend encore plus bas, là on va arriver 5-6 Hz et on est au niveau du sommeil profond. Dans le sommeil profond, on va venir régénérer de cellules dans notre corps, les fibres musculaires, les nerfs, etc. Et moins vraiment la partie consciente et l'intellect, moins le cerveau. Mais le cerveau continue toujours de travailler pour nos besoins. Dans tous les cas, on a l'impression de ne pas dormir. Enfin, de ne pas entendre, voilà, justement l'impression de dormir quand on est dans cette phase d'hypnose profonde. Alors, l'hypnose profonde en soi, elle ne sert pas à grand chose parce que avant que ça sorte, ça ne rentre même pas. Quand vous êtes en sommeil profond, il y aura un boulet de canon, ça ne va pas vous réveiller, en principe, en sommeil profond. Parce que tous les sens, la plupart des sens sont coupés, on y vit à ce moment-là également ce qu'on peut appeler la paralysie du sommeil. On est incapable de bouger. Parfois, certaines personnes se réveillent au milieu du sommeil paradoxal, du sommeil profond, et ont cette peur, cette crainte de ne plus savoir bouger. C'est juste que le corps n'est pas réveillé encore. L'esprit s'est réveillé beaucoup plus rapidement que le corps, on a cette peur, cette sensation d'être paralysé, ce qui très rapidement disparaît. Et donc en hypnose, on va venir s'approcher de ces... On va être en parallèle. Et c'est pour ça qu'on parle souvent de sommeil hypnotique, parce que on a désactivé une partie de nos fonctions cognitives, desquelles on n'a pas besoin. On n'a pas besoin de notre mental, de notre esprit rationnel, pour faire de l'hypnose, parce que quelqu'un qui veut perdre du poids, quelqu'un qui veut arrêter de fumer, consciemment, c'est facile, j'ai qu'à arrêter, il n'y a qu'à focus. Ça c'est les trucs du rationnel, du mental, alors que derrière, c'est beaucoup plus complexe. Si on pouvait aussi facilement que ça arrêter de fumer, arrêter d'agir d'une façon ou d'une autre, je pense qu'on se fait chier. Et puis moi je vois pas de aussi. En soi, bon, c'est une passion avant tout, hein, mais on sait consciemment ce qu'on peut faire.
Sauf que cette conscience, elle nous joue des tours, elle nous empêche d'accéder vraiment à notre forme intérieure pour qu'on puisse le reprogrammer, pour qu'on puisse le changer. L'hypnose va venir, on ne va pas venir insérer des nouveaux programmes. On ne va pas dire, ok, maintenant je fais une défrag et j'installe un upgrade, si ça pouvait se faire aussi facilement, l'intelligence artificielle, peut-être qu'un jour on y arrivera. Mais non, il va falloir avoir les mots de la personne, il va falloir connaître un petit peu son parcours. Et c'est pour ça que quand on parle d'arrêt d'un problème, sous hypnose en une fois, si vous entendez ça, vous fouillez la personne vraiment. Parce que chaque personne est différente. Vous pouvez prendre un même script, il travaillera différemment sur toutes les personnes que vous aurez à travailler avec. Parce que ce qui vous parle à vous, il n'a pas la même chose qu'à vous. Vraiment, pour une problématique, vous pouvez avoir une infinité de résolution et d'approche de la problématique. Je fume parce que j'ai voulu faire comme les grands. Ok. Un autre qui vient avec la même problématique, je fume parce que j'ai voulu faire comme les grands. Il y en a un qui va arrêter dès la première fois et l'autre il va falloir 3, 4, 5 séances, voire parce qu'il va seulement pouvoir arrêter grâce à l'hypnose. On ne vend pas de la magie, on ne vend pas du rêve, mais il est tout à fait possible d'arrêter de fumer en une séance. Tout dépend vraiment de l'individu. Et même s'il a vécu le même parcours que la personne qui, elle, n'arrive pas à arrêter de fumer, c'est pas pour l'autre. C'est pas avec une seule et même technique qu'on va pouvoir traiter les deux cas. Donc il faut tâtonner, il faut bien écouter la personne, il faut utiliser ses mots. Il faut comprendre ses mots MAUX pour pouvoir l'accompagner au mieux. Mais encore une fois, quand vous voyez, les personnes peuvent très facilement rentrer en hypnose et accepter des suggestions d'un hypnotiseur de spectacle. Ces mêmes personnes vont plus que probablement très bien vivre, faire un excellent travail en thérapie. Et les personnes qui, elles, vont très bien travailler en thérapie ne vont pas forcément bien répondre aux suggestions qui sont sur scène. Encore une fois, ça dépend d'une personne à une autre, ça dépend d'un contexte à un autre. Alors, utiliser l'hypnose, c'est utiliser l'imaginaire. Et non. Que ça, au fait. Que ça. L'imaginaire qui va à la rencontre de nos sensations, de nos sentiments, de nos émotions. Est-ce que quelqu'un aurait une petite problématique, un truc sans aucune importance, par exemple messieurs qui laissent les chaussettes dans le canapé en allant se coucher, ou je sais pas, quelque chose, quelqu'un qui aurait peut-être envie de nous plonger les ongles, ou une petite problématique qui pourrait venir exploser ici. C'est pas je désigne involontaire. Marino, t'en as plein. Ça vous tente? Alors, on ne va pas forcément exploser des sujets problématiques ou des choses vraiment sensibles. Ça peut être simplement une découverte. Qui a envie de découvrir l'hypnose juste à côté de moi? Et je vais me rapprocher pour être certain de pouvoir attraper la personne. Oui, vas-y, Anna. Nous avons une volontaire désignée. Comment tu t'appelles? Patricia, tu veux m'accompagner? Oui. Ah, celle qui fait la caméra. Bien. Patricia, c'est ça. D'accord. Depuis toujours? Ok, très bien. Et tu le sais. Donc, moi c'est ça. Alors oui, c'est vrai que je ne me suis pas présenté moi-même. Je suis moi, Ralph Timmerman, bonsoir tout le monde. Je suis hypnothérapeute, formateur en hypnose, aussi bien en hypnose ludique qu'en hypnose d'accompagnement. Alors, si maintenant je te demandais, je vais d'ailleurs le faire, je peux le faire. Pour toi, rentrer en hypnose, c'est quoi? D'accord, ok. C'est une notion. C'est une notion qui fait, justement, c'est une impression, c'est une sensation qui est rarement démontée. Parce que énormément d'hypnotiseurs jouent là-dessus. Tu perds le contrôle, je prends le contrôle. En fait, qu'est-ce qui se passe sous hypnose? Est-ce qu'on perd réellement le contrôle? Exactement, sans doute que non.
Alors, on lâche prise et on donne finalement le contrôle à la partie la plus forte de nous, qu'on essaye de retenir depuis tout le temps. Quand vous dites, j'aimerais bien m'acheter ce vêtement, ou j'ai envie de manger ça, parce que c'est au fond de vous, vous avez le cancer salivé, ou vous avez un coup de cœur, vous devez quand même faire pas mal d'efforts pour ne pas le faire, pour aller, parce que la raison a pris le pas sur vraiment l'imaginaire, sur la création, sur l'envie profonde, sur l'émotion. Et ça, c'est pas facile. Parce qu'après, on a des cas de conscience, on a des regrets, des remords. Et on s'est dit, maintenant, c'était pas ma première intuition, c'était pas ma première envie, c'est la raison qui est venue. Je n'ai pas acheté ce sac parce que je ne peux pas le mettre avec tout et n'importe quoi. Et pourtant, j'en suis amoureux. J'ai pris un autre parce que je peux le mettre avec beaucoup plus de choses. Alors, voilà, je disais ça, je pourrais parler de voiture aussi, sauf que, mesdames, vous m'avez l'air beaucoup plus intéressé que les hommes. Preuve votre présence en nombre, c'est ça. Mais si vous repartez avec un autre sac parce qu'il est plus pratique, vous dites, je mets quand même bien l'autre. Limite, vous avez des regrets. Exactement. Chaque choix, finalement, vous limite, vous restreint, vous contraint. Et du coup, je pars me promener à lever les mois. Je reviens maintenant. Donc, Einstein disait que quand il y a un conflit entre l'esprit rationnel, entre la raison et l'imaginaire, c'est l'imaginaire qui gagne. Alors, il gagne, peut-être que la raison a choisi autrement, en achetant justement ça qu'il ne fallait pas, mais il gagne d'une autre façon, c'est qu'il va vous donner des regrets. C'est vos émotions. Alors, vous avez gardé le contrôle conscient. Maintenant, si vous avez laissé parler vos émotions, vos ressentis, vos envies, vous avez eu le contrôle plutôt inconscient, plutôt émotionnel sur votre achat. Donc finalement, quand on rentre en hypnose, on garde le contrôle, limite, on ne contrôle plus, mais on maîtrise. Quand on contrôle, moi j'aime bien cette métaphore, cette allégorie, c'est que un Rottweiler de 80 kg, quand vous le promenez, vous le contrôlez, moi je vois quelqu'un de 60 kg qui tient un molosse avec sa laisse en cuir et qui le contrôle. Quelqu'un qui maîtrise son chien, comment se promène avec son chien? Sans laisse. Alors il y a un petit pont comme ça, et le chien trottine à côté. C'est de la maîtrise. Et l'hypnose ne permet effectivement pas forcément d'avoir un meilleur contrôle, mais d'avoir effectivement une maîtrise. C'est de comprendre d'où viennent les sensations, d'où viennent les émotions. Quelque chose qu'on devrait apprendre aux enfants dès maintenant, aux enfants bas âge. D'où vient ton émotion? Qu'est-ce que tu peux en faire? Parce qu'aucune émotion est négative. La colère, est-ce que c'est négatif? La colère vous protège. La peur, la protection, c'est des instincts, exactement. C'est la manière de laquelle on va venir les exprimer, le moment, c'est l'expression des sentiments qui sont pas, des émotions qui ne sont pas forcément appropriées à l'endroit, aux personnes qui sont là, peut-être l'intensité qui ne devrait pas être la même, mais si on apprend à écouter ces émotions, qu'est-ce qui a déclenché ces émotions? On va déjà pouvoir beaucoup plus facilement vivre avec ces émotions. Alors, je vais te proposer, tu préfères faire l'exercice les yeux ouverts ou les yeux fermés, sachant pas ce que je te propose. D'accord. Alors je te propose de garder un œil ouvert et l'autre fermé. Alors, tu peux commencer les yeux ouverts. On va voir après combien de temps les paupières vont mettre avant d'être larges, pas être lourdes, pour que tu puisses quand même le vivre de la manière la plus confortable possible. Je vais te demander, tu es d'accord que je prenne le panier? Tu peux laisser le manteau si tu veux, il ne fait pas... Ça c'est l'hypnose. Mais c'était même pas une suggestion directe. Hein. Mais c'est l'effet d'attente. Alors, je vais te demander, si tu veux bien, de mettre ta main juste comme ceci. Juste là. Ouais, juste là comme ça. On va l'accrocher comme ça. Au début, ça va te demander un effort. Après, tu vas l'oublier cet effort. Je vais te demander de regarder cette main. Tu vas fixer un peu. Tu vas prendre une bonne inspiration. On va faire comme si, pendant chaque respiration, on va aller de plus en plus profondément à l'intérieur du corps. À l'intérieur d'elle-même. Et dans cet intérieur, il y a également son esprit inconscient, subconscient. Comment est-ce que tu vas regarder la partie qui régit des choses pour toi, sans forcément que tu le saches? Est-ce que tu peux lui donner un nom ou on parle souvent de son fort intérieur?
ou simplement Patty. Ton ami Patty. Non, ton ami. D'accord. On va faire bouger l'ami dans cette main. Peut-être même plus particulièrement, et au fur et à mesure que on va prendre connaissance ensemble, les sensations vont évoluer dans cette main. Peut-être aller vers un engourdissement ou un picotement, peu importe, ou juste chatouille, ou juste une chaleur qui change. On verra bien ce qui va se présenter. On va demander à ton ami Patricia, maintenant qu'il est installé dans ce doigt, de nous faire un petit signe, avec tout amour. C'est tellement beau. Alors, souvent quand on parle comme ça dans l'inconscient, les sensations qu'on peut ressentir, c'est un peu comme si on tire avec une ficelle. Et alors, finalement, plus on essaie de contrôler, de résister, plus ça va monter. À quel niveau, à quel point le mouvement qu'on vient de faire ici est automatique. Admettons 10, c'est totalement inconscient. 0, tu l'as fait vraiment volontairement et tu as utilisé tous tes muscles, tes fibres musculaires consciemment pour le faire. Tu montes à combien? Alors, du coup, 7, c'est très très bien. À un moment donné, tu vas voir, peut-être que tu ne sentiras même plus, même la légèreté dans cette main qui continue de monter pendant que je suis en train de te parler. Peut-être que tu ne ressentiras même plus, que tu ne m'écouteras même plus. Parce que finalement, sous hypnose, ce qui est important, c'est que ce soit la partie inconsciente ou subconsciente de nous qui en répond. Puisque c'est à son niveau que le travail doit se faire. Puisqu'on va avoir un hypnothérapeute pour faire un travail sur soi. On le fait parce qu'on est paresseux, parce que c'est compliqué, c'est difficile d'apporter le changement juste consciemment. Ce serait beaucoup plus simple qu'on puisse simplement s'endormir. Endormir le mental pour laisser une partie inconsciente de nous opérer. Alors, au fur et à mesure que tu rentres dans cette expérience, la sensation de la respiration peut changer, le rythme cardiaque, mais également la température du corps. Peut disparaître. Et cette main continue de devenir légère. Cette main va même pouvoir aller à l'encontre de ce visage. À chaque bruit, à chaque sensation, à chaque fois que il y a un bruit ou une pensée qui traverse l'esprit, cette main se rapproche de plus en plus. Ramenant cet état d'hypnose qui est pour l'instant dans cette main, l'augmentant d'ailleurs, justement au fur et à mesure que cette main s'approche de ce visage, la respiration à nouveau change. Alors ça peut prendre plus ou moins de temps, comme ça peut s'accélérer tranquillement, par petites saccades ou par mouvements doux, tranquillement. Comme s'il y avait un élastique entre ce doigt et ce front, tranquillement. Au fur et à mesure que cette main, ce doigt, s'approche de ce visage, c'est tout le reste du corps qui va pouvoir rentrer dans cette phase agréable. Un état où tous les changements sont permis. Un état finalement de rêverie réelle. Parfois quand on sort d'hypnose, un état d'hypnose, on a l'impression d'avoir rêvé, d'avoir dormi. On a retenu que quelques mots, on a peur même de lâcher prise, histoire de ne pas oublier, de ne pas rater ce que dit le thérapeute. Et pendant ce temps-là, les sensations deviennent de plus en plus intenses. Et la main se rapproche de plus en plus, avec légèreté, avec étonnement même. On ne sait plus trop quand on change d'état de conscience, dans quelle position on est installé. On appelle ça la proprioception, la notion, le ressenti de notre corps dans l'espace. Les danseurs, les patineurs, même les praticiens d'arts martiaux ont une excellente maîtrise, une bonne connaissance de leur proprioception. Ça va chaque instant se trouve, chaque organe du corps, chaque membre. Pendant que cette main, tranquillement, son rythme à son aise, se rapproche encore. C'est au moment où cette main va pouvoir toucher ce front, ce visage, que l'état va pouvoir s'approfondir. Les sensations, les ressentis, en parfaite sécurité, stable sur ce fauteuil, sur cette chaise, dans cette armoire, pour pouvoir se laisser aller. On ne sait même plus trop finalement si c'est pas la tête qui se rapproche, plus que cette main. Et peu importe. Pendant ce temps-là, c'est un peu comme si cette main chassait tous les parasites, le stress, les tensions, les choses qui n'ont pas leur place ici, pour rentrer dans ce monde onirique,
pour entrer dans cet état où tout est possible, chaque changement est possible. Dès qu'on imagine des choses, elles peuvent devenir réelles. Pensez juste à ces enfants qui, lorsqu'ils jouent au capitaine, lorsqu'ils jouent aux gendarmes et aux voleurs, aux Barbie, aux voitures, qui se créent automatiquement, instantanément leur nouveau monde, une nouvelle réalité. Mais quand on est adulte, on se prive de ça. Alors on a encore cette faculté, cette capacité, soit d'approcher cette main vers le visage, ou de laisser le visage l'approcher de la main, peut-être les deux en même temps. Et on attend comme ça, comme la fin d'un film, comme je fais une blague. On attend, mais qu'est-ce qui peut se passer au moment où cette main, effectivement, va pouvoir toucher ce flamme? Quelles sont les sensations qui sont en train de s'installer, qui vont pouvoir se développer encore plus? Est-ce que c'est simplement un confort? Est-ce que c'est la relaxation? Ou est-ce que je vais pouvoir toucher à d'autres sphères de ma conscience? Est-ce que je vais pouvoir utiliser mes ressources différemment? Et alors que la respiration s'adapte encore, certaines idées peuvent aller loin derrière. Des idées qui n'ont pas leur place ici, qui sont chassées au fur et à mesure que cette main s'approche de ce visage. Il faut remarquer que la perception des sons est également différente. Et comme je le disais tout à l'heure, quand on change d'état de conscience, comme ces messieurs qui sont devant la télé et qui n'écoutent pas la vie, devant le jeu ou autre, alors on est dans cette bulle, on se concentre principalement sur ses émotions, ses sensations, et sur certains sons. Ce qui est marrant, c'est que certains sons peuvent également des homénatopées, peuvent également accélérer le changement. Une montée, par exemple, ce serait plutôt alors qu'une descente, il faut les imaginer. Et je me demande à quel point, quel bruit va pouvoir, quel son va pouvoir faire que cette main se rapproche encore plus. Pendant que certaines sensations s'installent et s'adaptent encore, d'autres changements auxquels on n'avait peut-être pas pensé vont pouvoir se faire. Des problèmes, des problématiques, de petits soucis, de tracas ou autres, ou peut-être simplement une ouverture de l'imaginaire, de cette créativité qui nous permet justement de trouver des contournements de situations qui sont un peu plus critiques, qui sont moins évidentes. Un peu comme ce fameux Eureka. Quand on laisse la tête au robot et qu'elle arrête de tourner à de 12, 13, 14 Hz. Une fois que les idées sont au repos, c'est un peu comme quand on a secoué cette boule de neige, cette boule de verre qu'on ramène de vacances. Avec cette fausse neige à l'intérieur, quand elle est secouée, fait qu'on ne voit pas trop le monument, le décor qui est installé à l'intérieur. Et puis quand ce tourbillon s'arrête, que cette neige redescend, qu'elle pose son enroulement, on peut enfin ressentir de nouveau le calme, et on peut voir avec l'immobilité des choses. Et c'est exactement ça. Plus que quelques centimètres. Avant de vivre un état totalement différent, peut-être que tout le haut du corps peut même se relâcher pour profiter encore 10 fois plus de cette expérience. Et avec lui, peut-être même cette pensée consciente, celle qui nous empêche de tourner en rond. Elle va pouvoir laisser place à notre esprit imaginaire, créatif. Celui qui nous permet de construire des avions, mais également de dessiner la Mona Lisa, de créer des symphonies, tout simplement de décorer son chez-soi tel qu'on est, de choisir de beaux vêtements, de se sentir tout simplement bien. Je me demande à quel point une fois que cette main va toucher ce visage, comme un relâchement pour se faire ressentir. Un relâchement de toute attention, une plongée profonde dans l'intérieur du soi. Donc le changement arrive petit à petit. Ne vous posez surtout pas la question de savoir quand le changement arrive, puisqu'il est déjà en route. La respiration qui devient peut-être un peu plus active. Comme quand on est dans cette attente, comme quand on est à la veille peut-être de Noël, et qu'on sait ce qu'on va avoir comme cadeau, ou on ne sait pas, on a une petite idée. L'excitation devient alors de plus en plus intense, de plus en plus importante, jusqu'à ce qu'on découvre enfin ce cadeau. Et ce cadeau, vous allez pouvoir le découvrir en quelques centimètres. Pour que cette main se rapproche inéluctablement de ce visage. Je me
viscéralement envie de faire découvrir cette chose à 100 vibrations de vie. L'envie est là, l'envie est profonde, l'envie de découvrir. Pour peu que cette découverte en elle la même, on peut déjà avoir une certaine idée de ce qu'on peut découvrir, autrement on ne se met pas déjà dans cet état, n'est-ce pas? Un état d'attente, un état déjà de relâchement. Comment ça pourrait être si le corps pouvait être encore plus détendu, encore plus relâché, avec lui l'esprit, tous les soucis, le stress, les tensions, juste simplement découvrir plus que quelques petits centimètres. Là, ce serait un peu comme une délivrance. Comme si on devait tenir un bout de bras. Un peu assez lourd et qu'enfin on dit tu peux le relâcher. En quelques instants. Peut-être 2 instants. Je me demande ce que ça représente un instant. Sous hypnose, quand on est dans des états magnifiques de conscience comme ça, 1 minute peut en paraître 15 comme l'inverse. Et c'est souvent l'inverse. Quand on est lors d'une soirée, on s'amuse bien. Quand on pratique une activité, une passion qu'on adore, eh bien on peut ne pas voir le temps passer. On se dit, waouh, ça s'est passé vite. Quand on s'ennuie, par contre, ça peut paraître très très long. Et pourtant, le temps fait partie de ces rares variables de l'univers. Sa perception est très subjective, par contre. Difficile de dire combien de temps mettra cette main pour découvrir le relâchement, la liberté de l'esprit, le relâchement et le changement. Le changement qui va pouvoir arriver d'un instant à l'autre, sur une perception, la découverte. Envie de vivre encore plus de par l'intérieur de soi-même. De laisser s'exprimer un petit peu, la parole qu'on contient trop longtemps. Plus que quelques centimètres avant cette découverte. Et on peut vivre comme ça des sensations, des émotions, sans forcément les exprimer. Le vrai voyage se déroule à l'intérieur. Quand on fait de l'hypnose, de spectacle, certaines personnes ne montrent pas forcément qu'elles vivent les choses. Le spectacle se déroule à l'intérieur. Parfois un feu d'artifice, une exposition, un vernissage, ou tout simplement le calme. De plus en plus calme. Profondément. Que quelques centimètres. Et peu importe l'épaisseur de ce contour, cette main va finir. Peut-être sous moi, quelques instants. Toucher le visage. Cette chose tant attendue. Imaginez que ce même enfant, on lui dise tiens, ton cadeau de Noël, un 1er janvier, le cadeau de Noël de cette année-ci, ça va être ça. Imaginez l'attente. Avant de l'avoir ce cadeau qui, vous savez, va être absolument génial, qui lui fera plaisir. Cette frustration de ne pas l'avoir avant presque un an, mais de savoir ce que c'est. Arrive enfin le jour du déballage. Le jour de Noël, on découvre ce cadeau. Pendant un an presque, on s'est attendu à l'ouvrir, à l'avoir, à manipuler, à l'avoir tout simplement dans ses mains. À quel point toi, l'ami Patricia, tu vas pouvoir lui faire ce plaisir dans quelques instants, quelques petits centimètres. À quel point elle va pouvoir profiter profondément. Au moment où cette main peut être également en contact du main sur l'épaule, à pouvoir la mettre très profondément, naturellement, aussi loin qu'elle en a besoin, aussi loin qu'elle le souhaite. Souvent, quand on change d'état de conscience, la salivation peut changer, le rythme cardiaque. On peut également avoir une certaine immobilité. On appelle ça catalepsie. Les mouvements, on peut les voir dans certaines positions, comme je disais tout à l'heure, le téléphone.
on est un petit peu hypnotisé, on reste dans la même position pendant très longtemps, sans s'en rendre compte. Et puis il y a comme ceci des mouvements idéomoteurs. Les mouvements idéomoteurs, ce sont des mouvements créés par la pensée. C'est pas conscient, c'est pas volontaire. Ça passe tout seul au niveau inconscient. Et c'est l'ami de Patricia qui est en train de faire tout le travail pour elle. Et c'est tout l'avantage. Consciemment, il va faire bien longtemps que ce passera. Et là, on utilise des fibres musculaires totalement différentes. On va plutôt utiliser les fibres lisses que striées. Parce que striées sont vraiment ceux qui font faire de gros efforts. Les muscles lisses sont plutôt utilisés dans la posture. Ce qui fait que ça demande beaucoup moins d'efforts. Alors que certaines parties de toi qui peuvent se demander qu'est-ce que je vais pouvoir ressentir au moment de ce contact. Il y a déjà des choses qui peuvent changer. Parce que cette hypnose qui est là dans cette main, elle va pouvoir se transmettre au visage, au buste, aux gens, tout en restant en parfaite sécurité, même possession de tes moyens, de tes acquis sur ce tableau. Mais que quelques minutes. Et le grand moment sera enfin arrivé. Je ne sais toujours pas si c'est plus la tête ou plus la main qui se rapproche l'un de l'autre. Alors que ce soit les deux. Encore la respiration change encore, rythme cardiaque, rythme de pensée. Et le confort continue de s'installer. Millimètre après millimètre. Très agréablement, très confortablement, très profond. Besoin quelques millimètres. Peu importe les sons autour, ils vont même pouvoir accélérer le mouvement, ils vont pouvoir même rapprocher cette main de ce visage. Qui trouve son chemin tout seul, pas besoin d'avoir un guide, pas besoin d'avoir les yeux ouverts, on connaît très bien notre corps. Les doigts connaissent très bien le visage. L'inconscient connaît très bien le conscient. L'inverse pas tout le temps, je te proposerai maintenant cette rencontre. Dans quelques minutes, simplement aller relâcher profondément ton visage. Qui fait plus, parfaitement agréable et confortable, alors que d'autres personnes peuvent vivre le même état, la même chose. Peut-être même encore plus facilement, parce que je n'arrive pas en même temps, on a du mal à ne pas écouter, entendre, enregistrer même inconsciemment toutes ces choses qui sont en train de se passer à la surface de la conscience et qui perdent petit à petit, tranquillement consomment. C'est enfin le moment où cette main va se poser sur le corps comme une autorisation permet de relâcher le corps, l'esprit, tout simplement profond et toute tension peut disparaître. On peut la se poser. Et les nouvelles sensations, les nouvelles perceptions peuvent arriver. Petit à petit, on pénètre encore plus profondément à l'intérieur. Et c'est repartir toute tension, jusqu'à ce que cette main soit de nouveau totalement relax. C'est alors un nouveau monde qui s'ouvre à soi. Un monde de l'imaginaire, un monde où tout est permis. Un monde où chaque changement est inespéré, qu'on n'aurait jamais osé, pourrait pouvoir se produire. Une certaine légèreté peut venir. Légèreté d'esprit, mais également de corps. Un peu comme si on était un oiseau qui ouvrait, tendait ses ailes pour profiter d'un courant d'air chaud, d'un sensation d'air, sensation. On voulait alors une petite cave devenir de plus en plus petite, un peu comme quand on fait un zoom vers sur l'axe, et on s'élève. Notre esprit monte de plus en plus, vole de plus en plus haut. On verra alors le quartier, sous la neige, très joli. Avec un seul coup d'aile, un battement d'aile, s'envoler encore plus haut. Tourner, puis remonter. Monter encore plus haut pour voir carrément la région. Sentir parfaitement léger. Sans plus aucun poids, en laissant tous les petits problèmes en bas.
juste en changeant l'inclinaison d'une plume, on pourrait changer totalement de climat. Trouver des choses tout à fait nouvelles, qui nous correspondent peut-être mieux. Nous se renseigner, ne fût-ce que de connaître, de reconnaître, pour pouvoir le faire. Une fois que ce voyage est fait, ce voyage intérieur qui nous a emmenés vers l'extérieur, l'ouest-nord-est, les sensations de pouvoir revenir parfaitement dans cette les deux. L'attente d'une méthode pour pouvoir se rapprocher à l'ici. Redescendre, faire un zoom à nouveau, pour qu'au moment donné, le plus approprié pour toi, au bon moment, tu puisses récupérer toutes tes sensations, toutes tes facultés psychiques, physiques, pour être prête à quand le premier pour se ouvrir facilement tout à l'heure, de profiter encore pleinement de cette soirée, de faire encore tout ce que tu as prévu de faire. Passer un beau moment lyrique, un beau moment de partage encore une fois, un autre type d'art. Peut-être un de ceux qu'on connaît le mieux. Parce qu'il est facilement accessible pour celui qui s'y intéresse. Pour celui qui est un peu curieux. Qui va sortir un petit peu des sentiers battus. Pour connaître toute la finesse de chacune des notes, de la couleur de chaque note, de la vibration de chaque corde, qu'elle soit vocale, qu'elle soit dans l'instrument. Cette vibration pourra pénétrer littéralement, donc donner des frissons, donner des sensations, des émotions. Et quand tout sera de nouveau parfaitement en place, et tu seras prêt à passer une soirée encore meilleure que ce que tu viens de passer, là tu pourras ouvrir les paupières facilement, avoir un joli sourire sur ton visage. Ah, encore 5 minutes, papa. Merci Patricia, vous pouvez l'applaudir. Merci pour la participation. Alors, un petit retour d'expérience. C'est pas une obligation, si tu veux atterrir un peu avant. Qu'est-ce que tu as ressenti? Parce que je pense que ça fait au moins 20 minutes, je crois. Au moins, je pense, oui. Ça va le bras? Le bras, comment ça va? Je vous propose de faire l'exercice chez vous. Mettez votre bras comme ça. Faites-le monter d'1 ou 2 millimètres toutes les 30 secondes. Alors voilà la différence entre un spectacle d'hypnose et simplement un cabinet public ouvert. Je te remercie Patricia, merci de t'être volontaire, merci pour l'expérience, c'était vraiment chouette. Et c'est là-dessus que se clôture ce petit, voilà, ce petit cabinet public, comme je viens d'appeler. Certains d'entre vous connaissent peut-être l'instigateur de ces cabinets, de ce principe, hein, qui est Kevin Finel, pour ceux qui le connaissent. Non, regardez, il fait des choses aussi pas mal. Moins bien que celle que je viens de vous proposer, parce que tout le monde n'a pas droit à une Patricia. Hein, merci. Donc voilà, je vais encore essayer ici si vous avez des questions. Alors ici, bah, il est tout doucement l'heure de laisser des artistes s'installer. Mais voilà, je vais aussi rester ici pour assister à la représentation. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. En tous les cas, je vous dis un grand merci. Merci pour votre curiosité. Merci pour votre patience, d'avoir tenu le coup si longtemps. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup tout le monde.